Bonjour, donc je vais changer complètement de sujet, il n'y aura pas de logique, très peu de maths, ça vous changera un peu les idées, ça fait une petite pause. Voilà, donc je vais vous parler rapidement d'interaction humain-machine adaptative, en tout cas de ce qu'on essaye de faire dans le cadre de la chaire qui est portée par Frédéric Duhay à l'ISAE Supaéro, donc la chaire qui s'appelle Neuroadaptive Technology for Human-Machine Teaming. Et donc, qui est portée par Frédéric à Supaéro. Je suis enseignante-chercheuse dans son équipe de neuroergonomie et ce sont des travaux qu'on fait aussi avec Caroline Chanel et Nicolas Drougard de l'équipe Contrôle et Systèmes de l'ISAE. Et donc le but de la chaire, c'est vraiment de trouver des solutions qui soient basées sur les neurosciences et l'IA pour améliorer la collaboration humain-machine. Et donc l'idée, c'est de faire une sorte de suivi et d'adapter l'interaction à partir de mesures d'état de l'opérateur dans des situations complexes. Ça peut être des pilotes qui sont fatigués, surchargés, qui ont des problèmes d'attention, etc. Donc dans la chaire, on a cette boucle que Frédéric montre souvent, là, ce schéma, qui s'appelle une interface savoir-ordinateur, ICO ou BCI, Brain Computer Interface en anglais. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'idée, c'est on a un opérateur, un humain, on va capter des signaux, par exemple, par électroencéphalographie. Donc, on va enregistrer l'activité électrique du cerveau avec des électrodes. On va chercher, donc à partir de ces données, on va chercher à extraire, donc on va faire du nettoyage, on va chercher à extraire des caractéristiques qu'on va ensuite venir classer. En général, on fait de la classification supervisée. Et ensuite, pour fermer la boucle, parce que l'idée c'est que la boucle soit fermée, qu'on essaye d'adapter le système, on va travailler avec des collègues sur des modèles décisionnels artificiels et qui vont ensuite nous permettre de lancer ce qu'on appelle des contre-mesures, c'est-à-dire des actions de la part du système qui vont essayer de prendre en compte ces états délétères, par exemple de fatigue ou de baisse de vigilance, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir cette boucle fermée. Ça s'appelle une interface savoir-ordinateur. Ça vient des applications cliniques avec une idée de chercher à développer des exosquelettes qui soient contrôlés par la personne qui a perdu l'usage de ses muscles, etc. Et ça a été récemment, depuis 10 ans, utilisé pour d'autres applications non cliniques, par exemple pour le suivi d'opérateurs en situation à risque. On a donc 2 thèses et un postdoc qui ont été financés directement par Anity. Je vais parler brièvement de certains travaux et on a aussi donc d'autres des stagiaires ou des doctorants qui sont financés par d'autres moyens mais qui viennent nourrir ces travaux, donc qui permettent de renforcer l'action de la chaire. Donc je vais essayer de faire un petit focus sur quelques étapes de la pipeline. D'abord pour parler brièvement de données et de sciences ouvertes. Donc on a un problème qui est différent, je pense, de celui que vous rencontrez dans certaines autres chaires, qui est qu'on a très peu de données. Les données sont très difficiles à obtenir puisque donc ça prend beaucoup de temps. On fait des expériences sur des humains, donc il faut poser des protocoles auprès des comités d'éthique, faire les acquisitions de données. Donc ça coûte très cher. Par exemple, on va rémunérer des participants pour une heure de passation. On peut les rémunérer au moins 20 €. Donc après, on a des frais pour faire passer les participants, ça prend du temps. Et donc, très peu de gens sur la planète veulent bien partager leurs données, par exemple en électroencéphalographie. Dans le cadre du stage de Marcel Hinz, on a essayé de faire un état des lieux sur les datasets ouverts qui existaient donc dans ce qu'on appelle Passive BCI, donc les applications non cliniques de suivi d'opérateurs par électroencéphalographie. Et donc, on a confirmé qu'il y avait bien un manque de données. Et en plus, dans les quelques datasets qui sont présents, on a un manque de standardisation, donc on n'a pas les mêmes informations, ils ne sont pas dans le même format, etc. Donc c'est compliqué après de faire du benchmark entre les datasets. En plus de ça, donc je vous disais tout à l'heure, nos datasets sont très petits et on a un gros problème de variabilité du signal physiologique qui va nous empêcher de faire facilement des transferts, donc d'apprendre sur, par exemple, 9 participants et tester sur le 10e. On a un gros problème de variabilité intersujet, donc c'est compliqué pour nous de travailler sur tout ce qui est transfer learning. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne solution. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question-là. Donc, pour faire du transfer learning entre les participants, entre les sessions, parce que d'une session à l'autre, si je fais une expérience le matin, je la refais l'après-midi 2 semaines après, j'aurai pas du tout les mêmes caractéristiques. Les caractéristiques vont changer et donc on a du mal à estimer correctement l'état de la personne. Et on a aussi un effet intertâche. Par exemple, si je suis fatiguée pendant une tâche de pilotage, j'aurais peut-être pas exactement les mêmes caractéristiques que quand je suis fatiguée pendant une tâche de sudoku ou autre. Du coup, avec Marcel, on a essayé de créer
une grosse, plus ou moins grosse base de données pour essayer de répondre à quelques manques. Donc on a créé une première base de données qu'on a publiée en 2021 donc sur Zenodo pour une compétition, et la deuxième qui est plus complète qu'on a publiée en juillet, qui s'appelle CogBCI. Et l'idée c'est justement de donner des données pour pouvoir travailler sur cette question de cross-subject, cross-session et cross-task viability. Un mot juste sur la compétition qu'on avait organisée, qui peut peut-être être intéressant à dire aujourd'hui, c'est que du coup, donc dans la compétition, on cherchait à estimer la charge mentale, donc la difficulté d'une tâche qui était effectuée par un opérateur. On avait 3 niveaux de difficulté, on avait 3 sessions qui étaient espacées d'une semaine chacune. Et ce qui était intéressant de voir, donc on a seulement eu 11 équipes, mais c'était la première fois qu'avait lieu cette compétition, donc on était quand même contents. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que les meilleures solutions qui ont été apportées pour ce problème de cross-session estimation, c'est les solutions qui sont basées sur les classifieurs riemanniens. Donc, je ne sais pas si c'est très connu dans d'autres domaines, mais en EEG, en électroencéphalographie, pour les applications de BCI, c'est la méthode la plus performante actuellement et la plus connue. Donc en gros, on va classer les matrices de covariance dans leur espace. Donc on peut les projeter sur des espaces tangents aux variétés riemanniennes, etc. Et ça permet d'obtenir des bonnes performances, pour l'instant plutôt correctes en transfer learning, sachant que par contre toutes les solutions qui étaient basées sur du deep learning n'ont pas fonctionné pour cette compétition-là. Donc quand on a aussi peu de données, a priori, pour l'instant, pour classer des données EEG, les classifieurs riemanniens sont encore en tête. Donc ça, c'était pour parler de données. Je vais sauter maintenant sur les caractéristiques. Je vais dire 2 mots, mais c'est la thèse de Xiaozi Xu qui est dans la salle. Donc si je dis des bêtises, il faudra qu'elle me corrige. Et si vous avez des questions sur les maths pures, il faudra lui poser. Donc en gros, la thèse de Xiaozi, qui est encadrée aussi par Nicolas Drougard, l'idée c'est d'utiliser des databases qui sont déjà présentes, qui sont ouvertes, qui sont en ligne, et d'essayer de trouver des nouvelles caractéristiques qu'on pourrait extraire de ces signaux, parce qu'on se concentre toujours sur le classifieur, mais en fait la caractéristique peut être aussi intéressante, en tout cas c'est ce qu'on pense avec les collègues. Et du coup, l'idée de Xiaozi, c'était d'attaquer le problème par 3 perspectives différentes. Elle a proposé d'abord de travailler sur un filtrage de données qui soit indépendant des données basées sur le laplacien, et construire un mesh à partir des électrodes, donc du montage d'électrodes. Grâce à son filtrage qu'elle a pu benchmarker, elle a augmenté les performances de classification tout en réduisant le temps de calcul comparativement à d'autres méthodes qui étaient aussi indépendantes des données. Elle a aussi attaqué le problème sur le versant temporel, donc elle a cherché à utiliser les signatures des données, qui sont des caractéristiques qui sont a priori invariantes aux modifications de reparamétrisation temporelle. Et elle a montré qu'en niveau 2, des signatures de niveau 2, on arrivait à obtenir des meilleurs résultats de classification en intersujet par rapport aux méthodes classiques de state of the art, qui sont basées sur les matrices de covariance. Par contre, en intrasujet, on n'avait pas d'amélioration, mais en intersujet, donc ce qui nous intéresse pour l'aspect robustesse à l'effet de variabilité intersujet, là on avait des meilleures performances. Donc elle est en train d'écrire l'article sur ce sujet. Un troisième aspect, une troisième perspective, donc c'était sur l'approche système dynamique. Elle a proposé d'utiliser la TDA, donc l'analyse des données par topologie. Et donc là, pour moi c'est un peu compliqué, mais en gros, l'idée c'est vraiment d'extraire des caractéristiques qui soient indépendantes de la métrique et qui soient présentes, donc qui représentent la topologie des données à travers plusieurs échelles, et d'extraire comme caractéristiques des diagrammes de persistance, c'est-à-dire à quel point un type de topologie va être présent à travers des échelles. Et grâce à ces diagrammes de persistance et ces codes barres, on peut essayer d'estimer par exemple l'état d'une personne. Donc à notre connaissance, ça n'a jamais été utilisé dans le cadre de l'EEG ou de la BCI, donc elle est en train de travailler sur ces aspects-là. Ça, c'est pour l'aspect caractéristique. Donc, vous vous rappelez, il y avait les données, les caractéristiques, après il y avait la classification et la décision. Je vais faire quelques minutes sur la décision. Donc, ce sont des travaux qu'on a développés dans le cadre de la thèse de Gagan Pritzing avec ma collègue Caroline Chanel. L'idée, c'est que dans le laboratoire, on travaille sur plusieurs solutions pour contrecarrer des effets délétères de l'opérateur. On peut se concentrer sur l'utilisateur, on peut aussi se concentrer sur le système. L'idée en se concentrant sur le système, c'est qu'on peut venir changer l'interface ou on peut venir carrément changer l'allocation des sous-tâches d'une tâche.
Donc, par exemple, donner une sous-tâche que vous êtes considéré comme dans un mauvais état pour performer, on peut donner cette sous-tâche à un autre opérateur ou à un agent artificiel, par exemple. Donc l'idée, c'était vraiment de venir faire cette estimation de disponibilité de l'opérateur avec nos systèmes de BCI et de réallouer les tâches dynamiquement. Donc pour ce faire, on a fait une première campagne expérimentale avec Gagan, où l'idée, c'était d'extraire les marqueurs qui étaient pertinents, le classifieur aussi, qui était pertinent pour estimer l'état de l'opérateur qui était en train de piloter, ici dans Aerofly Simulator, et d'interagir avec des drones sur une tablette. On faisait varier la difficulté de la tâche, et on a vu que les marqueurs qui étaient les plus pertinents pour l'instant pour cette tâche-là, c'était les marqueurs cardiaques. Donc, pour la suite, en fait, on estime l'état de la personne à partir d'activité cardiaque. Et ensuite, une fois qu'on avait trouvé ces marqueurs et les classifieurs appropriés, soit dit en passant, donc LDA et SVM, pour nous, ça marche très bien. Aussi les classifieurs Riemanniens, mais pour le cardiaque, SVM et LDA, ça suffit largement. Et l'idée ensuite, c'était d'avoir cette approche d'initiative mixte, qui est la spécialité de Caroline. L'idée ici, donc, c'est d'avoir cette boucle, comme je vous montrais tout à l'heure. On a un système dans lequel on a des agents artificiels et humains. De la même manière qu'on va estimer l'état et la disponibilité d'un agent artificiel, est-ce qu'il a assez de batterie, etc. Est-ce que les conditions météo aussi dans l'environnement sont appropriées. On peut estimer l'état de l'opérateur, non plus uniquement par l'activité, le comportement, mais aussi par l'activité physiologique enregistrée par plein de capteurs. Et donc là, par exemple, par l'activité cardiaque. Et on va venir donner l'estimation, les labels attribués par notre classifieur à un système décisionnel qui va ensuite prendre la décision de modifier l'interaction, par exemple en changeant l'allocation des tâches. Donc c'est ce qu'on a fait avec Caroline et Gagan. Donc l'idée ici, c'est que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, nos performances, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais nos performances ne sont jamais très élevées en estimation d'état de l'opérateur. C'est très rare d'atteindre 90% d'accuracy. Ça peut être un problème en aéro, mais pas si on considère qu'on peut utiliser une approche probabiliste. Si on considère que je sais que mon estimation est incertaine et je le prends en compte dans mon modèle, dans ce cas-là, on peut en faire quelque chose. Donc c'est l'idée qu'on a avec les collègues, donc de travailler avec des POMDP. En se plaçant dans ce cadre-là, on sait que notre estimation de l'état de l'opérateur est incertaine et pas à 100%. Donc on va être par exemple à 0,6 de savoir si l'opérateur est disponible et capable de prendre une décision à un moment T. Et grâce à cette probabilité, au modèle qu'on calcule, on peut prendre des décisions qui vont chercher à maximiser la performance et la sécurité, etc., à long terme. Donc l'idée ici, c'était vraiment de venir combler un manque dans la littérature, parce qu'à notre connaissance, il n'y avait jamais eu de POMDP utilisé en ligne avec des mesures physiologiques et sans hand tuning. Donc l'idée là, c'était d'apprendre toutes les règles, toutes les fonctions de transition, d'observation, etc. Elles ont été apprises à partir de la première campagne expérimentale, et ensuite d'utiliser ce modèle tel quel pour la deuxième campagne expérimentale pour tester l'adaptation du système. Et donc la deuxième campagne expérimentale, donc on a testé, effectivement, on avait des conditions adaptatives, des conditions non adaptatives, et on voyait que les participants avaient un score de performance de vol plus élevé et un ressenti de la charge générée par la tâche beaucoup plus faible quand ils étaient dans la condition adaptative. Donc ça, c'était pour le fermage de boucle. Pour faire une petite transition sur un projet qu'on a lancé récemment, un projet interchaire sur l'interaction humain-robot. Donc j'ai obtenu une ANR JCJC récemment pour collaborer notamment avec les collègues du LAS de la chaire de Rachid Alami avec Aurélie Claudic. Et on a encadré un stagiaire qui commence sa thèse, Mathias Riet, qui est en photo ici, avec Bob. Il s'appelle Bob aussi, celui-là. Et donc l'idée, c'est de venir faire ce suivi de l'opérateur ici pour des situations d'interaction en robotique collaborative. Donc on a des contraintes différentes parce que les personnes vont pouvoir avoir une activité physique plus intense. Ça nous pose des problèmes en BCI parce que quand on travaille sur les pilotes, ils restent assis, ils ne bougent pas beaucoup. Dès qu'on va marcher dans un couloir avec un robot ou interagir en posant des cubes, on a une activité physique qui va venir bruiter nos signaux. Et ça, c'est un nouveau challenge à prendre en compte aussi pour ce projet-là d'EPIC. Et enfin, je fais un petit peu de pub. On a une autre ANR qui est passée pour travailler sur la variabilité du signal EEG, Proteus, qui va venir aussi apporter de l'eau au moulin Anity.
Et avec l'association Cortico, donc, dans laquelle je suis impliquée, donc c'est l'association française de BCI, on organise des journées le 9 et 10 mai à l'ICM à Paris. C'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Et aussi un workshop Neurofrance à Lyon sur les passifs BCI. Voilà, merci.